Oui, oui, on t'écoute. C'est parfait. On n'entend que ça, Ahmed. Alors super. Bah, écoutez, les amis, j'ai une présentation à vous partager avec vous. C'est une femme de 55 ans qui a présenté depuis le mois de mars une dyspnée d'aggravation progressive et que j'ai vu alors que c'est une patiente qui devient orthopnéique avec œdème du membre inférieur. Dans le passé, il n'y a pas grand-chose à part un petit surpoids. Et donc, cette orthopnée, cet œdème m'oriente vers l'insuffisance cardiaque. Je fais un électro, je trouve un bas voltage. C'est une femme de 55 ans, bas voltage, tableau d'insuffisance cardiaque. Alors, je fais une échographie cardiaque et vous voyez bien sûr qu'il y a une dilatation bi-auriculaire, une hypertrophie ventriculaire gauche, un symptôme qui est scintillant, un ventricule gauche de petite taille et un épanchement péricardique. Donc, a priori, je pense que chacun devrait penser à une cardiopathie restrictive dans ce contexte-là, qui associe dilatation auriculaire, petit ventricule gauche, septum scintillant et épanchement péricardique. Et cette hypertrophie ventriculaire gauche avec un septum qui dépasse les 17 mm, une paroi postérieure de plus de 13 mm et une hypertrophie de la paroi antérieure du VD. Donc, on est dans un tableau qui ressemble à une cardiopathie restrictive avec, comme je l'ai dit, une dilatation biauriculaire, un septum scintillant, un petit ventricule gauche, un épanchement péricardique et un épaississement de la valve mitrale. Donc, on fait un Doppler, un écho-Doppler sur la valve mitrale, il y a un aspect restrictif marqué avec une augmentation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Donc, vous voyez où je veux venir. Et puis, on fait un strain, il y a un gradient entre la base et la pointe avec une conservation du strain de la pointe et une diminution du strain basal et surtout une altération du strain global à moins 7,8, ce qui aura une valeur diagnostique orientant vers une amylose cardiaque et bien sûr une valeur pronostique. Et ça, la littérature bande en ce sens-là. Et beaucoup d'auteurs insistent sur ce gradient et surtout cette conservation du strain de la pointe et cette altération du strain de la base. Et plus ce strain est bas, plus le pronostic est un peu réservé. Alors, nous avons plusieurs critères qui orientent vers une amylose cardiaque, une hypertrophie avec des parois de 12 mm, un bas voltage, une hypertrophie biventriculaire, une pointe sur le strain qui est préservée, une fraction d'éjection de 45% et un épanchement péricardique. Alors, notre ami, le professeur Nawel Dormif, nous fait une IRM cardiaque qui montre une hypertrophie biventriculaire avec un rehaussement tardif du gadolinium, une hypertrophie du ventricule droit, une hypertrophie biauriculaire et un épanchement péricardique assez abondant et aussi un épanchement pleural associé avec un rehaussement tardif au gadolinium. Alors, l'IRM joue un rôle important dans ces cas-là, aussi bien diagnostic que pronostic, en particulier le rehaussement tardif sous-endocardique, le T1 natif et le ralentissement du T1 natif, et aussi le volume extracellulaire. Alors, plus le rehaussement tardif est important, plus le T1 natif est allongé et plus la volémie extracellulaire est importante, bien sûr, le pronostic est mauvais. Et on a, vous le savez, deux types d'amylose cardiaque, l'amylose AL et l'amylose TR. L'amylose AL d'échelle légère qui se voit fréquemment dans les myélomes et l'amylose transthyrétine qui parfois se trouve génétique et qui a un intérêt parce qu'il y a des avancées thérapeutiques, en particulier avec le tafamidis. Donc, j'insiste sur les marqueurs pronostiques, en particulier à l'IRM, avec le rehaussement tardif et avec le volume extracellulaire et qui sont des éléments pronostiques. Alors, l'électro, comme vous avez vu, microvoltage d'interprétation délicate avec épanchement péricardique, l'écho qui apporte des éléments diagnostiques qui vont orienter vers la cardiopathie restrictive, l'IRM qui est très évocatrice, et l'IRM, comme on l'a vu, a montré une hypertrophie du septum, une cavité ventriculaire gauche réduite, une contractilité intrinsèque diminuée avec une fraction d'éjection de 45%, deux oreillettes dilatées, un épanchement péricardique et un épanchement pleural. Alors, deux éléments importants, les marqueurs cardiaques, NT-proBNP 1479, troponine 78 et chez légère kappa sur l'échelle légère lambda 500 élevé. Alors, les auteurs insistent sur la valeur des marqueurs cardiaques. Quand vous n'avez pas de marqueurs cardiaques ou vous avez des marqueurs cardiaques négatifs,
c'est un bon pronostic. Lorsque un marqueur cardiaque est élevé, troponine ou NT-proBNP, le pronostic s'aggrave. Lorsque vous avez les deux, le pronostic est encore plus réservé, en particulier, comme je l'ai dit, les troponines, le NT-proBNP et l'augmentation d'échelle légère. Et plus le NT-proBNP est plus de 3000, avec des troponines plus de 40, pour les troponines hautement sensibles, c'est des éléments pronostiques. Alors, la malade a été mise sous traitement médical, sous l'azilix aldactone, et comme vous le savez bien, on ne tolère pas le cardanciel et triatec parce que la physiopathologie est différente des cardiopathies dilatées. Et s'il y a une infiltration du myocarde et il y a une difficulté de réponse aux médicaments qui inhibent le système neuro-hormonal, et donc cette patiente est restée sous l'azilix aldactone. Alors, on n'y a pas pensé. Malgré la dilatation des oreillettes, on ne l'a pas mis sous traitement anticoagulant. Et malheureusement, il nous a fait une ischémie aiguë des membres avec une thrombose iliaque qui a été fogartisée de façon bilatérale et avec mise sous HBPM. Les antiphospholipides étaient négatifs. On s'apprêtait à la mettre sous AOD pour faire plaisir à notre ami Dr Hassan Mir. Le myélogramme montre une prolifération en plasmocytaire, donc c'est un myélome. L'électrophorèse des protides révèle un discret pic qui amène à la mise en évidence d'une immunoglobuline monoclonale IgG kappa sur immunofluorescence des protéines, et la fonction rénale, la numération et la calcémie sont normales. Alors, l'épanchement péricardique conduit à une fenêtre pleuropéricardique au cours de laquelle on réalise une biopsie péricardique dont l'étude montre des dépôts amyloïdes au Roche-Congo, et le diagnostic est celui d'une amylose cardiaque avec atteinte, amylose HL légère, AL avec atteinte cardiaque. Le score de la Mayo clinique est élevé puisqu'il a une troponine plus de 40, puisqu'il a un NT-proBNP à 1800 et puisqu'il a une différence de chaîne kappa sur chaîne lambda à 500. Le pronostic, malheureusement, est réservé et un protocole de chimiothérapie allait être mis en place, mais malheureusement, le 11 juin, à 1h du matin, on m'appelle, la patiente fait un arrêt cardiaque et décède malheureusement. Alors, pourquoi je présente cette présentation? Et je tiens à vous signaler que le décès de cette patiente qui est extrêmement charmante et que Nawal connaît, nous a beaucoup affecté, et j'avais appelé la famille pour présenter mes sincères condoléances. C'est pour insister sur deux éléments importants, sur la stratégie diagnostique qui inclut en première lignée l'électrocardiogramme, l'écho, l'IRM et les marqueurs cardiaques, une stratégie de seconde ligne qui va confirmer ce diagnostic avec l'étude du sérum kappa lambda, de l'immunoélectrophorèse et de la scintigraphique myocardique, dans certains cas qui va pouvoir différencier entre les deux grandes amyloses AL et ATR. Et puis, surtout, ma dernière diapositive, c'est le diagnostic précoce. Si on y pense précocement, on améliore le pronostic. Et voici le pronostic de la Mayo Clinique pendant les dernières années, où en 2000 à 2010-2014, plus on fait le diagnostic précocement, plus on peut sauver les patients, surtout qu'il y a un développement assez intéressant des thérapeutiques actuelles. Donc, cherchez toujours cette amylose cardiaque, c'est la grande simulatrice, et pensez toujours, lorsque vous avez un microvoltage sur l'électrocardiogramme avec une dilatation biauriculaire, un septum scintillant, une hypertrophie ventriculaire gauche, une fraction d'éjection autour de 45%, un épanchement péricardique, un épaississement mitral, allez-y et pensez à l'amylose cardiaque. Je vous remercie. Merci Ahmed pour cette excellente présentation. Je vois qu'il n'y a pas de questions qui tombent sur le site depuis un moment. Peut-être il y a un problème, Younes, il faut vérifier. Donc, est-ce que le traitement pour cette maladie coûte cher comme le tafamidis pour la mélostymie? Pour cette patiente, c'était la chimiothérapie. C'était la chimiothérapie du myélome, parce qu'a priori, l'AL ne répond pas au tafamidis. C'est plutôt les ATTR, les transthyrétines, que notre ami que tu connais, qui travaille beaucoup, essentiellement, Thibaut Diamy, qui travaille beaucoup sur ça, et c'est essentiellement des ATTR. Alors qu'ici, c'est AL, mais le problème, c'est qu'ici, on a les deux choses que je retiens. C'est qu'on aurait pu commencer peut-être un traitement anticoagulant assez rapidement, et Nawal m'a signalé qu'elle n'avait pas trouvé de thrombus sur l'IRM. On aurait dû penser
avec la dilatation des oreillettes, même s'il est en rythme sinusal, parce que c'est une maladie thrombogène, et je n'ai pas trouvé de cas dans la littérature comme ça, hein, d'embolie systémique au niveau des deux membres. Deuxièmement, j'avais discuté avec Rachid Laraqi qui l'a géré. Pour commencer la chimiothérapie, on s'apprêtait à commencer la chimiothérapie, à lui mettre un cathéter. Malheureusement, elle est décédée de façon subite et ça nous a beaucoup affecté. C'est Ahmed, j'ai peut-être. Pardon, Zoël, je n'avais pas fait la confusion entre la transtérétine et AL. Pour le tafamidis, je sais que le tafamidis, c'est pour la transtérétine. Par contre, le traitement spécifique pour les AL, les AL sont généralement des amyloses HL légères qui dépendent généralement de myélome, comme la maladie de Thaler, comme la maladie de Waldenström. Et donc, il y a la chimiothérapie en rapport avec la maladie qui a généré l'amylose cardiaque. Mais on n'a pas sur l'AL, le pronostic malheureusement est mauvais. On a aussi le traitement médical. Voilà. Par contre, les grandes avancées ont été faites sur, bien entendu, le tafamidis sans les ATTR que tu connais. Ahmed, s'il te plaît, les sont mis systématiquement, même en cas de rythme sinusal, dans les amyloses cardiaques. Est-ce que je peux pas prendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est Ahmed. Est-ce que tu n'as pas pensé mettre quand même un défibrillateur à cette dame après l'IRM? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles on aurait pensé. Aujourd'hui, le regret que nous avons, c'est par rapport, un, au traitement anticoagulant, deuxièmement, le retard diagnostique qui a pris malheureusement 3 mois, hein, pour poser le diagnostic. Et j'ai vu les données de la Mayo Clinique. Généralement, le nombre moyen de médecins qui voient les patients est de 5 patients avant de poser le diagnostic d'amylose. Et sur le défibrillateur, je n'ai pas donné de littérature. Lorsqu'on a un diagnostic confirmé avec une IRM parlante, asymptomatique, c'est une indication classe 2A. Il faut vraiment y penser. Ouais. Il y a quelqu'un qui pose la même question. C'est Abdelhamid. Oui. Quelqu'un qui pose la même question. Merci pour cette présentation. J'ai eu un cas pareil chez une patiente de 30 ans avec à la biopsie labiale, une amylose AA, un épisode de syncope avec un Holter, épisode de TV. Quelle est la place du DAI? C'est une obligation. Là, on rentre dans la prévention secondaire. Là. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Abdelhamid, d'autant plus qu'après l'IRM, il y a le rehaussement tardif au gadolinium. Tout à fait. Il y a l'hypertrophie du ventricule droit. Je pense que cette malade nous a pris de court. Elle a été plus rapide que nous. Et justement, l'enseignement, c'est qu'il faut précéder les patients. Il ne faut pas que les patients nous précèdent dans leurs complications. Et en particulier, penser aux options thérapeutiques, comme le traitement coagulant, le défibrillateur. Voilà. Petite précision. Vous m'entendez? Oui, vas-y, Nawal. Alors, juste pour cette patiente, il faut toujours avoir à l'idée, devant toute amylose, dès qu'on a une dilatation de l'oreillette, il faut les mettre systématiquement sous anticoagulants. Si on a un profil restrictif également, donc il ne faut pas hésiter à les anticoaguler et bien sûr à mettre un défibrillateur. Il faut y penser donc, à chaque fois qu'on a des signes évocateurs, comme il a dit Dr Bindis, à l'échographie, à l'IRM, et y penser à l'amylose AL comme c'est la plus fréquente dans 60% des cas, avec une forte mortalité, une durée environ de 6 mois. Donc, il faut vraiment être rapide dans la démarche étiologique devant ces patients. J'ai une question pour Ahmed. Comme elle a dit. Pardon? Nawal, s'il te plaît, cette malade quand même avait un épanchement péricardique important. Oui. L'anticoagulé, il fallait quand même y réfléchir 2 fois. Oui. Je crois qu'elle a été ponctionnée juste après. Juste après l'IRM, elle a été ponctionnée. Elle a été ponctionnée, elle a été drainée. Elle a été drainée et on a pu avoir le diagnostic. Je complète sur l'anticoagulation. En dehors de cas d'épanchement, Thibaut Dami, dans un article, il avait dit plusieurs fois que les amyloses cardiaques doivent être systématiquement mises sous anticoagulants. Même en rythme sinusal. Justement, Nawal, les malades sont en rythme sinusal, mais comme c'est des cardiopathies restrictives, l'oreillette ne se contracte pas. Il n'y a pas de contraction systolique.
Donc, il y a une stagnation Exactement. il y a l'ONT-P, mais il n'y a pas de contraction musculaire. Donc tous les restrictifs. Sur le flux mitral, on a un flux mitral restrictif, pratiquement. Oui, donc c'était un autre argument en plus. Est-ce que cette restriction ne serait pas biaisée par l'épanchement très important? Est-ce qu'il ne fallait pas faire la réévaluation après évacuation de l'épanchement? C'est sûr qu'on aurait trouvé le même aspect. Alors, on a fait la réévaluation après l'évacuation de l'épanchement péricardique et le flux mitral est toujours restrictif et il a persisté. Et donc, on a aussi un certain nombre d'arguments de sévérité. On a un septum de plus de 17 à 19 mm, on a une hypertrophie des parois, on a le rehaussement tardif, on a une dilatation, on a un certain nombre d'éléments pronostiques, on a les marqueurs cardiaques, le NT-proBNP, les troponines. Donc, on a vraiment tous les marqueurs pronostiques chez elle et qui sont définis par la Mayo Clinic. Ahmed, moi, j'ai une question diagnostique. Quand vous êtes en suspicion d'une cardiopathie restrictive et que vous pensez à l'amylose, forcément, on y pense, le cardiologue va y penser quand il va faire l'écho et qu'il va trouver une hypertrophie biventriculaire avec myocarde scintillant, au fait qui sont de fausses hypertrophies. Est-ce que quand le bilan est fait et qu'il n'est pas concluant et qu'on a la biopsie labiale qui est négative, est-ce qu'il faut pousser jusqu'aux biopsies myocardiques quand on est devant des cas stables pour lesquels le diagnostic biologique n'est pas explicite, ou simplement garder les critères cardiologiques que tu as cités et s'en tenir là et commencer un traitement? Deuxième question, comme c'est une cardiopathie restrictive, comment les améliorer? La seule façon, c'est d'augmenter leur fréquence cardiaque, je pense. Donc, quels sont les moyens pour augmenter les fréquences cardiaques, d'où l'intérêt de leur poser des DEF ou des pacemakers pour gagner en débit par augmentation de fréquence. Alors, pour ta première question, en général, il y a un algorithme diagnostique qui est sorti par la Société européenne où on met deux étapes. La première étape est une étape d'imagerie électro, écho, IRM, scintigraphie myocardique pour chacune, au pyrophosphate pour les ATR et d'autres produits pour les AL. Et puis, à partir de cette période, à partir de là, on passe à la scintigraphie myocardique et on essaie au maximum d'avoir une biopsie en dehors du cœur, d'un organe qui est touché. Labial, ou rénal ou labial. Voilà. Donc, on garde la biopsie endomyocardique en fin de compte. Il faudrait que ce soit vraiment l'exception parce qu'on a tellement de possibilités d'avoir une empreinte histologique. Alors, en fait, ils recommandent de faire même des biopsies au niveau de la graisse abdominale et dans les centres de référence, ils vont jusqu'à la biopsie endomyocardique parce qu'ils ont en fait l'habitude. Je crois qu'ici, c'est vraiment difficile. On a essayé d'en faire quelques fois, mais il n'y a pas de cathétériseur qui arrive à la faire jusqu'à présent. Ahmed, le cas est extrêmement intéressant, mais on est pris un petit peu par le temps. Voilà, on va passer la parole, si vous le permettez, à notre ami Nawal Dormi pour nous présenter une anomalie inhabituelle du septum.